affectait un peu la forme d'un bateau et qui se trouvait à égale distance des deux rives d'un large fleuve que par la suite on devait appeler la Seine. Les lieux étaient déserts mais n'étaient pas hostiles. Oui, en somme, il promettait. On présume qu'un jour un homme venu on ne sait d'où s'est assis là dans l'herbe et s'est mis à pêcher. À ce compte-là, il doit y être encore. Et cela se passait environ 2000 ans avant la naissance du Christ. On suppose qu'à cette époque, des brigands, des sauvages ont découvert cette île et s'y sont installés. Était-ce des Ibères, était-ce des Ligures? Les avis sur ce point sont partagés encore. À vos souhaits. Merci. Ils n'y firent d'ailleurs qu'un séjour éphémère, car quelques centaines d'années plus tard, des envahisseurs innombrables, venus de tous côtés, commencèrent à se disputer ce coin béni des dieux qui deviendra Paris après avoir été Lutèce. D'abord, ce furent les Gaulois, ayant Vercingétorix à leur tête. Puis ce furent les Romains conduits par Jules César. Et bientôt, ce furent les Huns, menés par Attila, terrible ravageur qui nous venait d'Asie. Enfin, ce furent les Francs, dont l'arme préférée se nommait la francisque. C'était une arme à deux tranchants. Or, quelque temps auparavant, une jeune fille était apparue qui était née à Nanterre vers 423 et dont on suppose qu'elle mourut en l'an 514. Cette miraculée, car c'en était une sans doute signifie que la chose est douteuse, cette miraculée passa aux yeux de tous pour avoir sauvé Paris lors de l'invasion des Huns, car d'un geste éloquent, elle arrêta l'exode des Parisiens épouvantés. Et s'il faut en croire la légende, on peut même affirmer que par la suite, cette jeune fille ne fut pas étrangère à la conversion de Clovis. C'est bien, c'est même très très bien, mais il est évident qu'à la longue, ça pourrait devenir ennuyeux. Et pourtant, c'est ainsi qu'on nous apprend l'histoire. Ce qui doit vous agacer, je m'en suis rendu compte en lisant ces 3 pages, ce qui doit vous agacer, ce sont les précautions que prend cet agrégé d'histoire licencié ès-lettres, ennemi des licences. Toutes ces phrases, en effet, commencent par « on suppose »,« on prétend »,« on présume »,« on a tout lieu de croire ». Or, il est difficile de s'intéresser à des événements dont celui qui les raconte ne semble pas très sûr lui-même. Merci, pardon. Et c'est pour ça, précisément, c'est parce que nous sommes amoureux de Paris que nous étions dit « Ah, si Paris nous était compté plus librement ». Par quelqu'un qui négligerait même au besoin cette chronologie implacable des faits, adversaire acharné de tout vagabondage. Oui, alors qu'un peu de fantaisie ne serait pas pour vous déplaire. Ah, non. Eh bien, racontez-nous Paris, monsieur, à votre idée. Vous me faites bien de l'honneur en me le demandant, mais vous me prenez au dépourvu. Vous me prenez au dépourvu et dire que c'est ça, justement, qui va me donner l'audace de le faire. Ah, oui, et ce sera Paris. Le Paris d'autrefois, mais vu, mais regardé avec des yeux d'aujourd'hui. Et compté de mémoire. Ah. Oui, seulement je vous en préviens, ma mémoire est fantasque. Elle a ses préférences et elle est voyageuse. Ah bah, tant mieux. Alors, en route. En route et commençons notre récit, à dater de l'époque où, sans cesser d'être une cible, Paris devint un point de mire. Cela fait l'an 1000. Oui, à peu de choses près. Or, qu'est-ce que c'est que Paris en l'an 1240? C'est Notre-Dame. Et 700 ans plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que Paris? C'est toujours Notre-Dame, avec tout le reste aussi bien sûr et qui l'entoure. Mais il n'empêche que toutes les routes de France partent du parvis de Notre-Dame. Kilomètre zéro. Oui, kilomètre zéro, mais disons aussi que tout y aboutisse. Et que ce point de départ peut être un point de ralliement. Et même